Alors peut-on ce soir parler de victoire héroïque du LOSC, 1-0 but de Jonathan David, habillage à la LOSC s'il vous plaît, merci beaucoup. Vincent, oui ou non? Ah oui. Ah oui. Grégory? Oui. Oui. Monsieur Guy? Oui. Oui. Monsieur Sévrac? Bonsoir. Bonsoir. Oui, oui, oui. Oui. Monsieur Bicou? Bah oui. Oui. C'est difficile de dire non, cette question. C'est difficile de dire non, mais voilà, quand il y a... Enfin, ça peut être aussi le journal des bonnes nouvelles, l'équipe du soir. Il y a tous les ingrédients d'un match... Est-ce que c'est un chef-d'œuvre, Olivier? Comment? Alors, on va pas encore s'engueuler sur le chef-d'œuvre. Pourquoi, si on peut, t'as l'impression que chaque mec a donné 110% de ce qu'il avait sous le capot tout le match. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un investissement, il y a quand même eu une concentration, il y a quand même eu une qualité athlétique. Ils ont couru presque 10 bornes de plus que les adversaires. Donc ils ont mis tous les curseurs au-delà de ce qui pourrait être bien compris, même à ce niveau. Donc quand chaque mec est à 110%, tu peux que dire qu'il s'est passé quelque chose. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas fait que ça. Ils étaient dans l'engagement, je suis d'accord à 200%, mais après, il y a eu aussi de la maîtrise technique, de la possibilité de jouer, de faire mal au Real. Et après, oui, sur la fin, ils ont bien souffert, mais là, je te rejoins. Donc, ils ça se étaient manifeste toujours dans leur sortie de balle, qui ont été très calme, très tranquille, très sereine. Il y a une vraie. C'est une équipe qui n'a jamais été vraiment en panique. On en parlera après, mais le petit Brody, même s'il a failli perdre avec cette perte de balle, gâcher son match, mais 17 ans, la possibilité, tu joues face au Real Madrid avec le poids que ça peut avoir, la capacité de pouvoir ressortir et jouer tranquillement. Le jour de ses 17 ans. C'est son anniversaire aujourd'hui. Mais bon anniversaire à lui, et puis c'est un beau cadeau. Mais je trouve que l'ensemble de l'équipe a fait plus que juste se battre et ils l'ont fait sur la fin, mais il y a eu autre chose. Il y avait une grosse interrogation en début de match parce que j'ai lu les papiers et c'était papier alerte. Le casse-tête du milieu de terrain. Oui. Genesio a dû se creuser le cervelet. Sans Angel Gomez qui était suspendu, il avait été exclu lors du premier match à Lisbonne. Autre absent, Haralson, fracture du pied. Mouko, entorse de la cheville. Nabil Bentaleb, problème cardiaque. Ethan Mbappé, rupture du quadriceps. Et André Gomez, il est arrivé, lui, trop tard, transféré trop tard, donc il n'est pas qualifié, il n'est pas dans la liste de la C1. Donc, Genesio compose un milieu. Benjamin André, le vieux, le grognard, et le jeune, donc Bouhaddi, donc Ayoub de son prénom, 17 ans aujourd'hui. Sur le milieu de terrain, parce que, je sais pas, vous les avez trouvés comment, là parce qu'il y avait quand même du client en face. Mature. Ouais. Ouais, je les ai trouvés jamais en panique, mais à l'image du reste de l'équipe. En plus, il avait annoncé la veille la titularisation de Bouhaddi. Il avait dit qu'il jouerait, ce qui est rare quand même d'annoncer en foot. Il n'avait pas le choix, mais c'est assez rare. Donc le petit il a pu éventuellement gamberger, savoir qu'il allait jouer 24 heures avant, mal dormir, tout ça. Moi, je les ai trouvés d'une très grande maturité. J'ai eu l'impression que parfois le Real était en rouge, quoi. C'est-à-dire que l'équipe qui était calme, qui ressortait le ballon tranquillement, qui paniquait jamais, qui commettait très peu de fautes, qui aurait pu, à la fin, ça part un peu en cacahuète, mais sinon, l'ensemble du match, j'ai pas vu les erreurs habituelles d'un adversaire du Real. Mais surtout, je trouve qu'ils ont tout fait en bloc. De toute façon, les conditions nécessaires d'un exploit, elles sont réunies. Ouais. Le Real, c'est la meilleure équipe du monde. A gagné 6 des 10 dernières Ligues des Champions, était invaincu depuis le mois de janvier. Voilà, tout est réuni. Eux, effectivement, il y a une équipe jeune, mais je trouve qu'ils ont tout fait en bloc. C'est-à-dire qu'ils ont attaqué à plusieurs, ils ont défendu tout le monde. Même en fin de match, à 1-0 à la 88e, à un moment, ils se retrouvent à 7 dans les 30 mètres du Real. C'est-à-dire que c'est pas... Voilà, c'est une culture un peu différente. Alors, ils défendaient en avançant aussi. Voilà, mais ils n'ont pas subi, quoi. C'est ce que j'aime dans le foot de Bruno Genesio, en fait, globalement. Alors parfois, il a du mal à trouver l'équilibre sur le long terme, mais sur des coups comme ça, il fait ça très très bien. Et vous parliez du milieu tout à l'heure. Mais dans la très bonne interview qu'il a donnée Hervé Penaud ce matin dans l'équipe, il raconte que le milieu de terrain à City, quand il gagne à City, c'était Diop. Non, c'était pas Bouba. Non, Diop et Ndombélé. Pape Cheikh Diop. Pape Cheikh Diop et Tanguy Ndombélé, les deux défensifs. Diop, il a dû jouer moins de 10 matchs dans toute son histoire à l'OL. Donc c'était pas non plus gagné. Il y a aussi un truc qui m'a... C'est-à-dire que le Real a pourri le match. Zegrovas prend une savate tout de suite de Camavinga dès qu'il revient des vestiaires. Enfin, à la fin, ils ont essayé de chauffer. Le méchant Real, en plus. Non, mais c'est tous les... Non, mais c'est tous les... L'expérience sert à ça. Non, mais je traduis pas ça. Mais il y a aussi qui devient un peu méchant, un peu roublard. Rudiger dans la surface. Et même là-dessus, tu les as jamais sentis sortir du truc. Ils sont restés calmes. C'est là, par rapport à ce qu'a dit Dominique, que tu as quand même senti une espèce de direction dont ils sont jamais démis, en fait. Bon, après, ils ont quand même eu un peu chaud aux fesses pour finir, quand même. Ah, très bien. Sur les 10 dernières minutes, mais on a attendu longtemps avant de... On a attendu longtemps. Petite parenthèse sur la note, depuis le début de saison, le Real n'est pas génial.
pour regarder tous les matchs, c'est quand même pas le. Oui, mais regardez. Ce qui est normal. Hein. Ils sont pas géniaux, mais regardez. 36, le Real restait sur 36 matchs consécutifs sans connaître la défaite. Il faut remonter à janvier, le 18 janvier. Je parle depuis le début de saison. Mais vous parlez du contenu, en effet. Le derby dimanche contre l'Atlético. C'est pas très impressionnant le Real Madrid contre Stuttgart, par exemple, le premier match à domicile en Ligue des Champions. Ça finit à 3-1, je crois. Mais Stuttgart a largement dominé et Courtois a fait des parades incroyables. Donc même Stuttgart, qui vient de perdre hier son deuxième match de Ligue des Champions, donc qui est déjà à 2 défaites, même Stuttgart avait réussi à faire trembler le Real. Alors après, c'était le Real, donc à la fin, ils ont gagné tranquillement. Ils n'ont pas fait nul hier. Ils n'ont pas fait le nul à Stuttgart. Je crois qu'ils n'ont pas perdu. Non, nul hier. Je crois qu'ils un partout. Nul contre Prague. Nul contre Prague à domicile, pardon. Mais donc ça leur fait un point. Mais voilà, ils ont quand même tremblé. Donc c'est pas. Mais c'est juste une parenthèse. Ça reste un exploit quand même. Hein. On va aller voir au stade Pierre-Mauroy notre envoyé spécial Timothée Mémon. Timothée, on était en train de parler de victoire héroïque avec tous les ingrédients d'un grand match de Coupe d'Europe. On va dire un Lille. Je dis petit poussage, mais les guillemets, par rapport à l'importance et à l'histoire du Real dans le foot. Moi, vu de la télé, j'ai eu quand même l'impression, même côté tribune, là, qu'il y avait une ambiance extraordinaire, non ? Ouais, il y avait une ambiance absolument dingue aujourd'hui au stade Pierre-Mauroy. Vous l'avez dit, un exploit héroïque. Et puis, dans la façon dont ça s'est construit, dans l'écriture de ce match, eh bien, ça a été homérique parce que, très clairement, il y a eu un petit creux au niveau de l'ambiance au milieu de la deuxième période où on a vu eh bien, le stade qui commençait à se demander comment allait tourner cette rencontre. Et puis, l'ouverture du score en deuxième période, début de deuxième période, pareil, un tout petit peu moins d'ambiance parce que, eh bien, vous savez comment ça fait hein, quand il y a un 0 pour l'équipe qui reçoit. Eh bien, le stade est un petit peu dans l'attente, commence à regarder sa montre, à se demander ce qui se passe. Et puis d'un coup, eh ben, clairement, le stade a compris que ça allait le faire. Et je pense que le stade l'a compris à peu près au moment où le Real a pris ses 3 cartons jaunes qui ont été synonymes d'agacement. C'est Bellingham, Rudiger et Modric qui en 3 minutes ont pris 3 cartons jaunes. Et on a senti que l'agacement, que l'angoisse avait changé de camp et que la confiance était clairement du côté de Lille qui a ensuite très bien fait tourner, qui a bien géré sa fin de match. Oui, il y a eu quelques occasions intéressantes, mais clairement, il y a eu une belle gestion. Et alors, la communion à la fin, elle était exceptionnelle, messieurs. On a vu Lucas Chevalier danser sur la musique avec Benjamin André. On a vu tout le COP de la DVE torse nu. Bref, c'était une délivrance absolue et un exploit retentissant, forcément historique dans l'histoire du LOSC et probablement dans celle du football français. Dans quelques minutes, Carlo Ancelotti sera derrière vous et puis également, il y aura Pep Genesio. Comme Lille a gagné, il n'y aura pas dans les coursives du stade Pierre-Mauroy Olivier Létang passant pour crier parfois sa colère, comme ça arrive parfois. Je crois qu'il va parler ce soir, je vais un petit billet là-dessus. C'est vrai ? Ah oui, je sens une petite sortie d'Olivier Létang. En général, il est là pour recadrer. Oui, non, mais même... Je suis habillé avec toi. Puis il aurait bien raison, parce que ça travaille bien à Lille. Mais Timothée nous dit un truc, je parle sous le contrôle de notre prêtre à tous, Vincent, mais c'est vrai qu'un club français qui bat le Real Madrid, c'est vrai que c'est pas banal. C'est pas un truc qu'on fait... On a eu le Paris Saint-Germain, je me souviens. Lyon l'a beaucoup fait à une époque. Lyon l'a beaucoup fait. Lyon l'a fait 3 fois. Lyon l'a fait, ouais. 1-0, Paris, but de Mbappé. C'est vrai. Donc en fait, c'est très banal et c'est une formalité. Et Monaco, on se souvient. Ils sont plus faciles à battre à l'automne qu'au printemps. Monaco, c'était au printemps, c'était en quart de finale. Non, mais Lille, ça nous renvoie sur l'histoire de Lille et de la victoire face à Manchester United. C'était en 2005, j'ai regardé tout à l'heure. Le United de Ferguson, de Rooney, de Ronaldo à l'époque. Donc ça, c'est dans la mémoire des supporters lillois, il y aura désormais ce match-là adossé au Lille-Manchester United. Je crois qu'on est en train de préparer sur les grandes victoires de Lille face à des très très grands clubs européens. Dans quelques minutes, je pense que l'assistant Paul Zéric, qui est très en retard, va m'amener 2-3 petits trucs parce qu'il y aura des photos. Vous avez fait référence à Manchester, mais il n'y a pas que ça également. Il y a d'autres trucs, mais de mémoire comme ça, j'ai peur de dire une bêtise. Donc Polo, tu descends puis tu m'apportes les trucs. Merci mon Polo. Au-delà de ça, c'est une équipe qui, il y a 2 saisons, était en 8e de finale de Ligue des Champions quand même. Enfin, je veux dire, faut pas les. Oui, ils sont allés en 8e de finale, ils sont fait sortir par Chelsea. Avec Jocelyn Gourvet. Voilà, donc on peut pas. Pardon. Donc là, vous allez me dire, c'est logique là, ce soir-là, ce qu'on a vu là. Franchement, vous étiez les mains du guidon, vous fumiez la pipe, le petit café. C'est pas Brest. Je vous le fais en. Voilà, c'est vrai. Voilà, c'est pas Brest. C'est une équipe. On a vu une équipe assez mûre. Moi, c'est ça qui m'a frappé ce soir, c'est que on n'a pas beaucoup tremblé dans la gestion du match. C'est pas un exploit ou à l'arrache. C'est un match maîtrisé par les. Les 10 dernières minutes. Oui,
oui, d'accord. Il y a Chevalier à un moment donné, oui, il a joué un match de foot, mais je veux dire, globalement. Et qui ne s'est pas laissé submerger par la fête. C'est-à-dire qu'il y avait un voilà. côté un peu kermesse, un peu le Real, Vinicius débarque à Lille, Mbappé, tout ça. Et ça pouvait faire passer le foot au deuxième, en deuxième rideau. Et non, il y a eu un match de foot et tous les codes du haut niveau, ils les ont eus. Les copains, vous êtes bien lancés. Merci. Ok, très bien. Non, mais il y a 15 jours, moi, l'entrée en lice de Lille face au Sporting à Lisbonne, je dis, franchement. Donc on a. Non, mais c'est quoi le vrai visage de Non, mais Stos Lisbonne, c'est un match très difficile. Moi, très franchement, ça fait 20 ou 30 ans que je vois à chaque fois les clubs français aller au Portugal en se disant, tiens, c'est Braga, coup c'est Braga, coup c'est Porto, ça va peut-être passer. Et ils se font démolir. Oui. Donc, non, mais faut pas, comment dire, banaliser ces matchs ou dire que c'est des matchs faciles. Mais je ne vous ai pas vendu ça comme un match facile. Non, mais Tu vois pas la même équipe à Lisbonne que ce soir. Ouais, Voilà. Tu vois pas le même esprit, tu vois pas le même engagement, tu vois pas la même solidarité. Je trouvais qu'ils avaient presque lâché le match. Ils étaient en dessous de ils tout. ont rien Oui, mais justement, est-ce que le vrai niveau de Lille, c'est de ne pas être capable de faire ce genre de match, aller sur 8 fois, 4 fois, mais pas 7 fois, quoi. Voilà. Ce qui est comme l'une des. C'est un peu ça le niveau. Pardon, ce soir, vous avez trouvé qu'ils ont un peu surjoué? Non. Non, pas surjoué, mais ils n'ont pas joué comme ça au Sporting, on est tous d'accord. Il n'y a pas la même intensité, il n'y a pas la même concentration. Non, mais il y a une progression quand même. 123 km tous les matchs. Oui, mais là, ils ont fait un match athlétique extraordinaire. oui. Mais d'abord, ils ont beaucoup couru, effectivement, mais ensuite aussi, il ne faut pas oublier d'abord le levier motivationnel qui est la présence du Real, et l'autre levier, c'est quand même d'avoir été ridicule au Sporting. Bien sûr. Donc en fait, tout concourt C'est une vraie pression quand même. à ce qu'on ait ce type de réaction et d'envie, etc. Mais tu peux avoir l'inverse. Tu peux être aussi submergé par le fait de recevoir le Real, d'avoir raté ton premier match, de passer un peu à travers et de te faire et de prendre une raclée ce soir aussi. Oui, mais c'est assez français de faire un coup à l'endroit, un coup à l'envers, un coup à Je me l'envers. demande si la formule l'encourage. Après, on parlera sûrement de Genesio, mais. Pardon? Je me demande si la formule, la nouvelle On formule, découvre n'encourage pas ce genre de match. Parce que c'est un one-shot. C'est une fois, le Real, tu sais que tu ne seras pas en match aller-retour. Ouais. C'est une fois. Je sais pas, ça réveille pour moi un esprit coupe. Plus prononcé qu'avec 6 matchs, aller-retour, chez toi, chez eux, c'est les mêmes. La prochaine fois, ça sera autre chose. Et là, on voit que ce soir, les résultats n'ont rien à voir avec les résultats de la première journée. Non. Monaco, par exemple, dont on va parler, ça n'a rien à voir avec celui qui a battu. Brest, ça a à voir. Oui, Brest, ça a à voir, mais toujours dans l'esprit coupe. Non, mais bien Tu sûr. vois, ça entretient cet esprit coupe. On va voir comment Brest va. Mais pour l'instant, on découvre une nouvelle formule. Il n'y a que 2 journées. Hein. Mais je trouve qu'elle peut encourager un esprit plus coupe. Souvent, les matchs de Coupe d'Europe, on se dit. Je trouve qu'ils ont perdu parfois un peu de leur charme. Et là, ce qu'on redécouvre avec la visite du Real à Lille, ou alors l'épopée, on va dire, naissante de Brest, en disant ils sanctuarisent un peu cette Coupe d'Europe. Exactement. J'avais l'impression qu'avant. dont parle de Ouais, c'est vrai. mais j'avais l'impression qu'avant, lorsque les clubs français étaient parfois invités en Ligue des Champions, il y avait comme une timidité, il y avait comme on comparait les budgets, donc on se dit finalement on est dans la cour des grands, mais c'est parce qu'en fait, tu avais moins d'ouverture. Voilà. C'est-à-dire que honnêtement, les 2 matchs que gagne Brest, c'est 2 des 3 matchs qu'ils peuvent gagner. Enfin, que sur le papier, on se dit, allez, si ça tourne bien, c'est jouable. Si Lille avait été avec le Real dans le chapeau 4, non, je crois que dans le chapeau 3, oui, 3. Mais avec le Real, ils ont qui bientôt ils ont Liverpool. S'ils avaient été avec le Real, avec Atlético Liverpool, Madrid, Juve, Bologne. Et avec Bologne. Et avec Sturm Graz, par exemple, mais ils savent bien qu'ils n'auraient pas battu 2 fois le Liverpool et pas 2 fois le Real. Voilà. Alors qu'une fois, comme ça, à la maison, c'est possible. T'as fait rentrer plus d'équipes, sans faire injure à Sturm Graz. Il est 4 de plus seulement. Hein. 4 de plus seulement. Oui, mais sans faire injure à Sturm Graz, c'est pas. Il est écrit nulle part que Brest doit échouer contre une équipe comme ça. Je veux dire, c'est à peu près le même. Non, mais ils jouent pas la Ligue des Champions, ils jouent pas la Sturm Graz, c'est pas. Donc très franchement, ça donne une petite. Et hier, vous avez vu jouer la deuxième équipe autrichienne là. C'était pas mal ce jour. Oui, mais ce qui est vrai, c'est que Brest n'a battu que des Autrichiens. Voilà, je dirais, c'est fantastique ce qu'ils ont fait. C'est fantastique ce qu'ils ont fait. Le premier tour de la Ligue des Champions. C'est plus la Ligue des Champions, c'est la Coupe EasyJet. Je ne dis pas ça, mais c'est pas le top 5. C'est pas le top 5. Et avant, dans un groupe A4, tu tirais pas Sturm Graz et Salzbourg. N'essayez pas de réduire Brest. Ah, mais sûrement pas. Il n'en est pas question. Non, il n'en est pas question. Brest, ils sont au fond de la classe. Ils viennent de taper 2 équipes qui sont tous les ans en Coupe d'Europe depuis 20 ans. Je suis d'accord avec toi. C'est fantastique. Non, mais c'est fantastique. N'essayez pas de Graz à la Ligue des Champions. Ils l'ont vu à la télé. Tu nous parles de Zagreb, pardonne-moi, c'est quand même autre chose qui se passe à Brest. Depuis la mi-temps, il est là pour défendre les puissances de l'argent, il est là pour défendre l'oligarchie.
Nous, ça ne sera pas notre créneau. Non. Nous, on est pour le football du peuple. Exactement. Mes amis, ok sur cette nouvelle formule, ça peut être réveillé cette première phase qui manquait, on va dire parfois un petit peu de surprise. Quelques actions comme ça et là, on est à la 79e minute, Lille attaque et Jonathan David qui part, qui démarre, qui perce, on va dire le milieu de terrain. On a Zegrova. Sombrero sur Bellingham. Et en fait, il ne lui passe pas. Le petit ballon en cloche, qu'il ne le fait pas. Il aurait dû le faire, il n'aurait pas dû le faire, parce qu'après, Zegrova se retrouve en position de hors-jeu et David ne peut plus lui passer. Et l'action est morte. Vous l'avez en tête, celle-là, ou pas du tout ? Il y a double truc. Il y a celle-là, et après, David s'appuie, c'est celle où il s'appuie sur un joueur et qui ne lui remet pas non plus. Moi, je pense qu'il peut lui remettre aussi. Mais sur la première intention, c'est une action où... Il y en a eu d'autres aussi. Attaque rapide. Ce soir, Olivier, moi, je pense que si Lille... notamment sur le côté gauche, avec Michel Boulanger, qui est quand même offensivement un joueur très limité. S'il y avait eu un joueur un peu plus... Michel Baker. Michael Baker. Michel Boulanger, mais alors là... La traduction. Non, mais franchement, ça a manqué cruellement aux Lillois. Ils n'avaient qu'un côté d'attaque et qu'une possibilité d'offensive. Mais est-ce que tu n'as pas gagné en course et en intensité athlétique ce que tu as perdu en balle ? Non, mais par exemple, doubler le... Moi, je trouve ça formidable de faire des matchs comme ça avec des joueurs de ce niveau-là. Mais ils ont été dans autre chose. Ces joueurs-là ont été dans autre chose. Je ne suis pas sûr que Cabella ait fait un match, mais il a couru tout ce qu'il a pu. Ils ont donné ce qu'ils ont eu à donner. Alors effectivement, oui, tu as raison. Des fois, tu as envie de t'arracher. Mais ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans le magasin. Timothée aimerait intervenir peut-être pour nous parler du match de Michel Baker, Michel Boulanger, le sosie de Bergkamp, mais le pied de Gilles Sunu, peut-être. Oui, du sien et de celui des autres. C'est qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Stéphane sur le fait que Michel Baker est clairement des limites. Sauf qu'en fait, Michel Baker, il était à 110% de ce qu'il savait faire. Et tous les joueurs de Lille ont été à 110%. Il y a eu un degré de concentration énorme. Le petit Boady, il a fait un match exceptionnel. Il fait une petite erreur à un moment en la jouant un petit peu comme au five, en oubliant qu'il y a un joueur qui peut arriver derrière lui. Santos a été exceptionnel. Gudmundsson, exceptionnel. La défense centrale a été dans un registre. Voilà, en fait, il y a eu un niveau de concentration, d'implication. Alors oui, Michel Baker, il a ses limites. Oui, il y a des joueurs à Lille qui ont des limites, à n'en pas douter. Sauf que quand tous ces joueurs-là sont à 110% et qu'en face, il y a une équipe qui, elle, fait peut-être les efforts à 90%, ça ouvre la porte au miracle. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et c'est là où il faut leur tirer leur chapeau. Leur tirer le chapeau, c'est qu'ils ont vraiment tous été au diapason et tous à 100% de leur potentiel. Et ça s'est vu, ça s'est senti, le public l'a senti. Une question peut-être... Non, alors s'il n'y a pas de question, juste... Merci Grégory. Timothée, tout à l'heure, il y avait un petit pari fait par Stéphane Guy et Dominique Sévrac. Il pense qu'Olivier Létang va vouloir faire une petite déclaration. Vous nous surveillez ça de près si Olivier veut nous parler. Voilà. Pardonnez-moi Grégory, à vous et bonne mission. Il y a quelque chose par exemple que j'ai trouvé admirable, c'est sur les coups de pied arrêtés. Parce que j'étais sûr à la fin qu'il tomberait là-dessus. Parce que le Real envoie de la taille. Et là, c'est de la détermination, c'est de l'agressivité, en plus il y avait la fatigue. Et de la provocation. Et de la provocation. C'est une équipe qui en plus était fatiguée parce qu'ils n'ont pas fait leur remplacement, ils n'ont pas fait tant de remplacements qu'ils pouvaient le faire. J'étais sûr que là, ils tomberaient, tellement il y a de masse et d'intensité athlétique en face. Et finalement, alors il y a eu 2 arrêts de Chevalier, mais franchement, si vous regardez les coups de pied arrêtés, ils ont plutôt dominé ces séquences. Ça vaut son pesant d'agressivité, de concentration, d'envie et de constance. Moi, je pense vraiment que, je le disais à l'habitant, mais que le parcours européen de l'an passé, avec des matchs quand tu joues à Stade Villa en Coupe d'Europe, aller-retour, etc., ces matchs-là ont fait grandir ces joueurs-là. C'est des matchs différents. C'est effectivement des matchs différents. Mais même Fenerbahçe cet été aussi. Oui, bien sûr. Non, mais toute cette continuité. Même, on parlait 8e de finale, il y a encore quelques survivants du 8e de finale contre Chelsea. C'est en train de se remettre, là, j'ai l'impression, Lille. Clac, après un petit passage à vide, il y a eu 5 matchs où ils n'ont pas gagné en Ligue 1, choses comme ça. Ils sont 5e en Ligue 1 quand même, c'est pas... Oui, mais... Alors, ce qui est moins bien que Brest 2e en Ligue des Champions, parce qu'on ne l'a encore pas dit. Mais Brest est 2e du classement après 2 journées en Ligue des Champions. Et le moins bon club français en Ligue des Champions ce soir, c'est qui? C'est le PSG qui est 18e ex aequo. Avec Monaco. On ne sous-entend rien. Tiens, on aura un petit débat d'ailleurs sur Mbappé. Notez l'entrée d'Mbappé. Vous allez sur l'équipe Connect. Je vous rappelle, le petit QR code, les petites choses comme ça. Et puis, vous nous parlez, vous nous donnez vos réflexions. Virginie, vous avez le buteur du match, le héros du match. Il a marqué sur penalty, Jonathan David. Alors, quelle est son analyse? Il dit un petit peu que tout le monde s'est surpassé. Le coach a beaucoup parlé de croire qu'on pouvait faire un exploit ce soir et on y a tous cru. On a respecté le plan de jeu et on a eu de la réussite. C'est une soirée inoubliable qui va rester très longtemps dans les mémoires. Autre petit fait de jeu que j'avais noté sur un ralenti à l'heure de jeu, 60e minute.
Sur la ralenti, j'ai vu l'horrible semelle du très méchant Eduardo Camavinga sur le mollet de Benjamin André. Est-ce qu'il fait exprès? Est-ce que c'est de la roue au milieu de terrain ou est-ce que c'est une maladresse? Là, je sais pas, Johan peut peut-être nous éclairer, mais le pied, il reste un peu longtemps, quoi. Ça, non, je sais pas. Vincent ne veut pas y aller, mais si vous voulez y aller, Vincent, non, je sais pas. On peut y aller. Non, moi je trouve. Il retombe dessus et après il glisse avec le genou, mais je pense pas que ce soit une faute volontaire, quoi. Non, t'as un doute? Moi, j'ai un doute, moi. Il a laissé J'ai un doute parce que après j'ai un doute. Il retombe dessus. Benjamin André, après la caméra se poursuit sur lui. Alors, il est très très énervé. Est-ce qu'il est très énervé contre Camavinga ou contre Mauricio, l'arbitre, là, Mauricio Mariani? Je me dis, tiens, est-ce que là, on est dans le milieu de terrain, on est un peu dans la soute, là, dans le truc, là. Que ce soit une quoi. Moi, je le vois pas comme ça. Quoi. Si ça avait été Carvaral, il y aurait eu moins de précautions. Plus de doutes de mon côté, ça c'est sûr, mais là, je trouve pas. C'est lui qui met la savate sur Zegrova à la 47e en revenant des... Non, mais ne croyez pas... Alors, vous ne faites pas une fausse idée de Camavinga, c'est aussi ce joueur-là. C'est un joueur de très haut niveau, et c'est parfois un joueur qui peut partir en mission. Je veux dire que ce soit volontaire. Moi, je trouve qu'il a un vrai engagement, il peut rentrer fort de temps en temps. Mais là-dessus, j'ai pas l'impression que ce soit une volonté d'aller écraser le genou et de rester dessus, quoi. Bon, enfin, c'est mon ressenti. La différence ce soir de Lille par rapport à Paris, c'est une vraie stratégie de jeu. Bravo à Bruno Genesio. Ah, ça c'est vraiment un thème qui traverse, on va dire, l'équipe du soir, le coach étranger et le coach français. Non, mais sans les opposer, il faut parler de Genesio ce soir. Dites-nous ce soir, finalement, ce qu'on doit saluer dans l'organisation de Bruno Genesio. Et moi, j'ai lu son interview sur... D'ailleurs, je ne sais pas où c'était dans le journal. Oui, c'est Hervé Penaud qui l'a fait. Mais j'ai trouvé superbe. C'est un petit média, l'équipe. Non, mais je ne savais plus où j'avais lu, mais je pensais que c'était sur l'équipe. J'ai trouvé superbe son interview, même sur l'approche de ces matchs-là. Il en a parlé notamment sur le match contre City, où il l'emporte là-bas, comme tu as dit tout à l'heure. Et je trouve qu'il a une approche de ces matchs où c'est toujours pesant, ces atmosphères-là. Pas pour le public, parce que c'est la fête et tout, mais pour les joueurs, ça peut être très pesant. Et tu peux être inhibé par ces événements-là. Et je trouve qu'il aborde d'une certaine manière, avec une vraie volonté de pas juste faire de la figuration, quoi. Défendre. Juste voilà, y aller. Et comme l'a dit Jonathan David, faire transmettre ce message aux joueurs qu'il faut y croire, quoi. Y croire et on peut le faire. Et c'est une vraie force parce que au-delà des choix tactiques qui sont aussi forts, c'est d'amener cette volonté quand tu joues l'une des meilleures équipes du monde, quoi. Mais c'est pas évident. Sans opposer les deux, on peut quand même mettre en parallèle, y compris à la lumière de l'interview. D'ailleurs, j'ai dit Hervé Penaud, mais il était avec Joël de Meneghetti. Pour être complet, ils étaient tous les deux. Très bon. Et pour mettre en parallèle le fait que Bruno Genesio dit clairement qu'il n'y a pas que la stratégie dans la vie. Il y a le management, et choses comme ça, etc. Et tout. Et que quand on entend parler Luis Enrique, on voit bien que la stratégie est un peu plus centrale. Il n'y a pas forcément du management derrière. Il n'y a pas que la stratégie, pas de management, ça n'existe pas. Mais on voit bien que d'un côté, il y a un dogme qui est fort, et de l'autre côté, il y a des choses qui sont un peu plus mixtes, sans doute, quoi. Il dit quelque chose qui m'a marqué quand même dans l'interview de ce matin. Le conseil qu'il a donné Ancelotti, c'est sois toi-même. Si tu as envie de le faire à l'envers aux joueurs ou de leur mentir, fais-le. Si t'es ce mec-là, fais-le. Attends, c'est important, c'est qu'il dit sois comme ça tout le temps. Oui, c'est pas une fois. Ne te travestis pas. Voilà, ne te travestis pas. Si tu as envie d'être un peu limite, sois un peu limite si c'était personnel. Si tu as envie d'être droit et d'aller avec eux, t'es droit et tu vas avec eux. Mais ne te travestis pas parce que eux ils vont le sentir. Et ton espérance de vie, elle est limitée. Vous avez vu la petite séquence juste au début du match, quand les deux coachs se serrent la main, c'était assez rituel. Là, j'ai trouvé, on va dire, que l'étreinte entre Carlo et Bruno était vraiment... Dans l'équipe, c'est très étonnant. Le match de ce matin, on sent que Bruno Genesio, Carlo Ancelotti s'apprécie vraiment. Mais en plus, c'est le côté italien. Il ne faut pas oublier que Bruno Genesio, il a des racines italiennes, c'est important. C'est Bruno Genesio. Oui, son grand-père était italien et tout. C'est important. Carlo Ancelotti a un grand respect pour les coachs français. Alors, toujours. Non, c'est vrai. Ah ouais ? Oui, bien sûr. Il avait obtenu le. Plus que pour les présidents français, tu me disais tout à l'heure. Surtout que pour un président, je crois. Il avait reçu le prix UNFP du meilleur entraîneur avec Christophe Galtier. Ouais. Et il adorait Christophe Galtier. Il a toujours eu beaucoup de respect pour les techniciens français. Il dit un truc quand même, Genesio, la meilleure. C'est le prince du cool. Ancelotti, c'est le prince du cool. Genesio, c'est qu'il a enregistré la conversation qu'il a eue avec Ancelotti sur son téléphone, donc elle remonte à quelques années, et il l'a encore. C'est ça qu'il nous explique ce matin, quand même. C'est quand même, c'est-à-dire que de temps en temps, il a gardé la voix d'Ancelotti lui expliquant ça.
sur des années. Moi, j'ai gardé un S'endort téléphone. avec. C'est pas rien. Non, mais c'est ce S'endort qu'il avec. explique ce matin. J'ai pas Ça le de. berce. C'est pas commun quand même. Ah non, non, non. Voilà. Non, mais il y a beaucoup mais il a- d'humanité, je trouvais, dans son interview. Tu vois, il met ça aussi en Il a avant cette et que c'est passion du important. foot, quoi. Et c'est- bien sûr. contre tous les entraîneurs, mais qui vit intensément. On sent qu'il vit les choses intensément. J'ai des yeux quand on le rencontre avant les matchs. On sent qu'il est là pour vivre l'événement. Il n'est pas en représentation. Il est là pour vibrer avec les siens.